Donc ça tourne, ça enregistre. Maintenant, il faut surveiller nos paroles, faire de blagues. On va faire attention à tout ce qu'on dit. Querelleuse, querelleur, bienvenue. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Margot, la rédactrice en chef du blog On se fait un ciné. Elle est tombée amoureuse du cinéma sur le tard, mais a très vite alimenté sa cinéphagie en allant jusqu'à regarder 5 films par jour. Elle nous raconte comment sa vocation cinéphilique est née durant ses études et comment elle l'a canalisée en créant un blog et une chaîne YouTube dont je vous mets les liens en description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, recommander la chaîne à vos amis et surtout restez bien jusqu'à la fin car il y a comme toujours une scène post-générique. La première image qui me vient en tête, c'est chez moi. Ma mère était très fan de films d'horreur, enfin, est toujours très fan de films d'horreur. Et en fait, elle avait caché, on avait notre salon, et derrière le fauteuil, il y avait un petit coffre en bois, un coffre, t'as l'impression que c'est un coffre à jouer, avec des petits oursons et tout dessinés dessus, des cœurs et tout. Et en fait, quand tu ouvrais ce coffre, il y avait tous les films d'horreur de ma mère. Il n'y avait que ça dedans, et moi, par curiosité, évidemment, quand t'es petit, vas-y, tu vas voir ce que ça donne. J'ai dû faire des cauchemars pendant des semaines de toutes les jaquettes, de tous les résumés que j'ai pu lire. Et depuis ce jour-là, j'ai quelques soucis avec les films d'horreur, notamment. D'accord. Et tu les as pas vus en fait, tu as juste vu l'image, la jaquette, les images au dos et l'histoire et rien que ça t'a emporté dans Ouais, bah des c'est vrai abîmes qu'à cet d'horreur, quoi. âge-là, ouais, j'avais ce début de curiosité. Puis quand je voyais des trucs à base de personnages qui a un visage de grand-mère et qui tuent les gens à la hache, je t'avoue que je me suis rabattue sur Pokémon qui était à la télé après, tu vois. Je me suis dit, non. Est-ce que tu as des souvenirs déjà de titres? Alors, de ceux que j'avais vus dans ce coffre-là, non, mais en fait, ma mère avait cette habitude de regarder les films d'horreur au petit déjeuner. D'accord. Ça doit être la seule personne au monde à faire ça, mais bref, elle prenait son petit déjeuner devant les films d'horreur. Donc moi, je me levais le matin, petit pyjama Mickey, tout va bien, je vais aller regarder mes dessins animés, et je tombais nez à nez avec les films que ma mère regardait. Du coup, quand j'étais petite, j'ai vu des extraits de, j'ai vu Scream, j'ai vu L'Exorciste, The Ring, j'ai vu tout ce qu'il fallait pas voir en fait quand t'as 3 4 ans, quoi. Grosso Ah oui. modo. Oui, oui, et ma mère, elle cherchait pas, elle se disait pas que c'était peut-être pas forcément la meilleure idée du siècle. Et du coup, genre, je m'asseyais à côté d'elle en pensant que, voilà, puis après, tu te retrouves devant Scream, après, tu te retrouves vraiment traumatisé à vie par le personnage de Scream. Et même encore maintenant, je peux en faire des cauchemars et en pleurer. C'est un enfer absolu. Donc tu as développé une phobie du film d'horreur très tôt dans l'enfance. Ouais. Et que j'essaye de soigner petit à petit, que j'ai commencé à soigner bah, en octobre dernier, là, comme c'était en fait, du fait de mon travail, je me suis dit, vas-y, je vais me tenter à un film d'horreur tous les 2 jours. Voilà, histoire de, voilà. Et je demandais conseil à des amis de me donner des films qui étaient pas trop effrayants et puis qui étaient bons surtout, parce que bon, il y a beaucoup de mauvais films, donc j'avais pas envie non plus de passer à côté de trucs. Et puis, bah, t'as tous les classiques, Scream, Halloween, Ring, etc. Et Scream, d'ailleurs, je l'avais pas revu depuis que j'avais eu 3 4 ans. Et je me suis dit, vas-y, je vais me faire un peu violence et je vais aller le regarder. Et puis, en plus, je suis contente de le regarder maintenant parce que du coup, t'as plus ce regard que lorsque t'as 4 ans, forcément. Et tu comprends pourquoi Scream, Halloween, etc., c'est des grands, grands films. Même si ça me fait toujours peur, hein. Je suis là, j'étais en panique absolue devant le film, hein. J'ai cru que j'allais mourir à n'importe quel instant. Mais j'étais là, ouais, je comprends pourquoi ils sont bien. Mais du coup, petit à petit, je m'habitue au film d'horreur, on va dire. Même si quelqu'un me dit, vas-y, on va voir un film d'horreur, c'est pas ce que je vais pas être enjouée, quoi. Mais ça me gêne moins qu'il y a quelques années, clairement. Il t'arrivait de tomber sur ces films d'horreur. Et, est-ce que ta mère a néanmoins développé une cinéphilie chez toi? Elle t'a proposé d'autres films? Est-ce qu'elle t'a éveillé à ça, autrement que par l'horreur? Alors, je pense ma mère, elle voit vraiment le cinéma plus comme un truc de divertissement. C'est pas le cinéma, c'est pas, enfin, même le cinéma, c'est pas considéré comme une passion chez moi. C'est vraiment genre un truc que tu regardes de temps en temps. Et en fait, c'était un ami
de notre famille que j'appelais mon oncle, alors qu'il n'était pas du tout mon oncle, mais qui en fait aimait beaucoup le cinéma et c'est lui qui m'a emmené à mes premières séances de cinéma. J'en ai pas fait énormément parce que vraiment c'était un truc, on ne disait pas comme ça, allez viens on va au cinéma, tu vois. C'était pas une habitude, donc il m'a emmené 2 fois au cinéma et j'avais découvert Monstres et compagnie, et j'avais découvert Frères des ours au cinéma. Parce que, voilà, à cette époque-là, j'étais très Disney. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué, que ce soit l'expérience en salle ou le fait, quand t'es petit, c'est absolument incroyable de te retrouver devant un écran géant comme ça et voir ce genre de film. Donc je pense que ça a commencé comme ça. Et après, ça s'est pas énormément développé par la suite, puisqu'après, il nous a quittés. Et puis, je regardais les films qui passent à la télé, quoi. J'avais quelques cassettes, mais c'était pas une grosse habitude. J'étais beaucoup plus jeux vidéo, en fait, quand j'étais plus jeune. Et vraiment, la cinéphilie est venue beaucoup plus tard. T'es quel genre de jeu vidéo du coup? J'adorais Crash Bandicoot. C'était ma passion. Ma passion. Et Pokémon. Pokémon, je les ai saignés. J'ai eu tous les jeux Game Boy Pokémon. J'étais une professionnelle à ça. T'étais pas attiré par justement les jeux qui étaient plus cinématographiques, genre Resident Evil ou des choses comme ça qui exploitent vraiment ce que peut être le cinéma? Un peu plus tard, mais je m'en rendais pas compte. Par exemple, j'étais il y a quelques années, à l'époque où Assassin's Creed était vraiment très à la mode. Enfin, je sais pas s'il il l'est encore un peu, mais je veux dire, il y avait une période où c'était partout et je l'avais acheté par curiosité. Je m'étais plongée dedans et j'avais adoré ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'achetais ce genre de jeu-là, je voyais pas l'aspect cinématographique derrière. Je me disais, ah, vas-y, les images sont belles et tout, mais c'était vraiment juste vraiment du jeu. C'était vraiment l'aspect cinéma n'est pas réapparu dans ma vie avant 2013, 2014, facilement. Et à quelle occasion du coup? Qu'est-ce qui t'a ramené au cinéma? Alors, je le dis souvent et au très premier degré, quand je dis que le cinéma m'a sauvé la vie, parce que j'avais terminé le lycée, j'étais partie en école d'art. Et j'étais dans une période pas incroyable parce que je savais que l'école d'art, c'était pas ce qui me correspondait. De toute façon, les études, c'est toujours très compliqué après l'école. Et je voulais à la base faire journaliste et les profs me disaient non, tu as des meilleures notes en art plastique, va faire une école d'art, ça sera mieux pour toi. Toi, comme un débile, bah, tu dis, bah, vas-y, hein, je vais y aller. Et tu te plais pas du tout là-dedans. Et il s'avère que ma deuxième école que j'ai faite, je voulais faire un BTS en design de produits, se trouvait à côté de Châtelet-Les Halles. Donc, quand je sortais du RER, je passais tous les jours devant l'UGC des Halles. Mais bon, vraiment sans plus. Et en fait, petit à petit, quand j'ai commencé à ne plus aimer mes études d'art, je venais quand même à Paris. Je disais pas à mes parents que je n'allais plus en cours, mais je venais à Paris. Mais bon, je m'étais là, je fais, qu'est-ce que je fais toute la journée, quoi, le temps que jusqu'à 16 heures, qu'est-ce que je fais? Et bah, du coup, comme à chaque fois, je passais devant le cinéma, je fais, bah, écoutez, le cinéma est là. J'arrivais, j'allais à la borne. J'avais pas énormément de sous à l'époque et en fait, je regardais juste la séance qui arrivait au moment où j'étais là, sans regarder le titre, sans savoir rien du tout du film. Et du coup, j'y vais. Et la première séance que je fais, avant, j'avais fait d'autres films, j'avais vu d'autres films, mais c'était des films divertissement, quoi, que j'avais été voir avec des amis. Voilà. Et ce film-là que je vais voir, je ne connaissais pas le réalisateur, je ne comprenais pas le titre, je savais vraiment pas ce que je faisais, parce que vraiment, j'étais dans un moment assez compliqué. Et il s'avère que c'était Tom à la ferme de Xavier Dolan. Et ça a été une révélation. Genre, j'ai avalé, j'ai bu toutes les paroles du film, toutes les images. Je suis restée dans la salle quand le générique était terminé. J'avais envie de le revoir, j'avais envie de comprendre le film parce que c'est ce truc où tu ne comprends pas forcément tout ce que tu as vu, mais tu as absolument besoin de revoir le film pour comprendre en fait ce que tu as raté et voir d'autres trucs, etc. Et à partir de ce moment-là, je suis sortie de là et ce truc que j'avais enfoui de devenir journaliste, que j'avais un peu effacé, bah en fait, il est remonté d'un coup. Et j'étais là et je fais, putain, j'ai envie d'écrire là-dessus. Et bon, bah, j'ai décidé, j'étais là. Vraiment, je connaissais WordPress parce que j'avais des amis qui avaient des blogs et tout. Je fais, vas-y, pourquoi pas, je vais me faire plaisir, je vais lancer ça, ça dure 2 secondes à faire. Et voilà, je fais ça, et je fais mon petit article là-dessus qui doit encore être sur le site d'ailleurs, qui doit monter très loin, qui est absolument nul, hein. Franchement, je n'oserais même pas le relire. Tellement ça doit être honteux par rapport au film. Mais voilà, et ça a été une sorte de première pierre à l'édifice où j'étais là et je me suis dit, quand j'avais terminé d'écrire ça, j'étais contente de moi, j'avais envie, en fait, tu sais, t'avais cette soif tout d'un coup
de voir plein de films et d'écrire dessus, même si j'avais un style nul à l'époque, si j'écrivais absolument tout et n'importe quoi et d'avoir plein de fautes d'orthographe, mais j'avais ce besoin tout d'un coup de voir du film, de comprendre et ouais, d'écrire là-dessus. Tu dis sur un blog, c'était déjà On se fait un ciné? C'était Oui, déjà. c'était celui-là, ouais. Ah oui, Il a pas d'accord. bougé. Il a pas bougé, si, il a pris de l'ampleur. Si, il a pris l'ampleur. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment pas du tout prévu. C'était juste à la base un petit truc perso pour me faire plaisir et pour développer, essayer de développer un petit peu ce côté journalistique que du coup j'avais pas et que par la suite après j'ai pu développer en allant en école de journalisme justement. Et ce film-là de Dolan est particulièrement entré en résonance avec toi. Et ça a évoqué quoi pour toi? En quoi ça répondait à ta vie à ce Bah, moment-là? en fait, par rapport, donc du coup, en fait, quand je suis allée voir ce film, vraiment, je connaissais pas Xavier Dolan, je connaissais rien de sa filmographie, je savais pas quel réalisateur il était, quel genre de film il faisait, etc. Et surtout que me connaissant à l'époque, comme j'étais énormément très divertissement et tout, ce film n'aurait pas du tout, enfin, de mon plein gré, je ne serais pas dit, je vais aller voir ce film, je vais aller voir découvrir ce film. C'est juste que vraiment, il est tombé pile à ce moment-là. Donc, ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être un Resident Evil, j'en sais rien, ça aurait pu être ça et j'aurais pu tomber amoureuse de ce film, tu vois. Et en fait, c'est en découvrant la psychologie des personnages, ces personnages hyper torturés à chaque fois, très, ces liens familiaux qui sont toujours très déstructurés dans ces films qui m'a interpellée et qui m'a en fait poussé très très vite aussi à voir ces autres films. Comme ça, j'ai pu en même temps remettre dans le contexte de son travail et me rendre compte que finalement, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il évoquait dans ses films, c'était quelque chose qui me parlait énormément et c'est un style que j'aime beaucoup, qui est beaucoup par rapport aux expressions, par rapport aux sentiments, qui est pas énormément dans la parole, qui crie parfois énormément. Tu fais toute la colère qu'il a dans ses films à chaque fois et que qu'on retrouve aussi surtout dans Tom à la ferme, bah c'est quelque chose qui a énormément résonné en moi parce que je savais que j'avais aussi quelque part cette colère et que j'avais besoin de l'exprimer, pas de la même manière, pas en criant ni rien, mais ça m'a permis de mieux gérer, de me calmer et de comprendre ce que j'aimais, ce que je voulais petit à petit en allant justement voir plus de films au cinéma. Et d'exprimer en construisant une pensée et justement et en ouvrant ce blog, On se fait un ciné. Et du coup, est-ce qu'ensuite, tu as été, comme ça complétiste? C'est-à-dire que tu voyais un artiste et tu voulais tout voir de lui, systématiquement ou ça s'est fait que pour lui? Alors, ça s'est d'abord fait vraiment énormément pour lui. J'ai vraiment eu besoin de voir ses autres films, comprendre ses autres films. Puis ça m'a ouvert une porte, on va dire, qui m'a poussée à aller voir des films sans jugement, c'est-à-dire que je suis Sans a le genre de priori. personne, oui, voilà, je suis le genre de personne qui, quand je vois à l'époque où les cinémas étaient ouverts ou que je voyais les sorties, j'étais pas le genre de personne à me dire, tiens, je veux voir ça, mais je veux pas voir ça. À part les films d'horreur. Là, on est d'accord. Mais sinon, le reste, c'est quelque chose, je me trouve pas énormément de qualité, mais celle que je veux bien concéder et que j'ai une énorme curiosité qui fait que je vais tout voir. J'aime tout voir. Et et je suis curieuse aussi, oui, de découvrir des filmographies. J'ai fait ça il y a pas longtemps. J'avais fait John Carpenter notamment. J'ai déjà fait Guillermo del Toro. J'en ai fait plusieurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et en fait, j'ai toujours cette soif de découvrir des films. C'est pour ça que je vois beaucoup de films par jour. Enfin, ça dépend des moments, mais je peux aller jusqu'à 4-5 films par jour. Et j'ai beaucoup de gens à chaque fois qui me disent, mais comment tu fais? Comment tu peux apprécier encore et honnêtement, je continue, que je vois un, deux ou cinq films dans la journée, j'arrive à les apprécier autant les uns que les autres parce que vraiment j'ai une soif, j'ai l'impression d'avoir raté des trucs en fait. Comme ma cinéphilie s'est développée très tard, j'ai l'impression d'avoir raté tout un pan de cinéma que j'aurais pu rattraper bien avant et je pense que c'est ce manque qui fait que j'ai besoin en fait de voir beaucoup de films de tous les genres, de tous les artistes, de toutes les nationalités, de tout ce que tu veux, quoi. Toutes les époques également. Ouais. Alors les époques, ça a été aussi Ouais. plus compliqué. Parce que comme j'ai grandi avec beaucoup des films qui étaient à la télé ou quoi que ce soit, donc j'ai été très conditionnée en mode blockbuster divertissement. Et c'est un genre que j'apprécie énormément encore toujours, hein.
je vais me tourner plus facilement vers un divertissement que vers des films d'auteur, etc. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je me suis cantonnée aux années 2000 et encore, même plus tard, vraiment, à partir de 2010 plutôt. Et c'est petit à petit où j'ai essayé de, sans trop te forcer, parce que si tu te forces, ça sert à rien, tu vas pas apprécier. J'ai pas envie de dire, vas-y, j'ai vu un film de 1960 pour dire que j'ai vu un film de 1960. Ça n'a aucun intérêt. Si j'ai pas envie d'en voir, j'irai pas en voir. Mais c'est vrai que j'essaye de pousser ma curiosité un peu plus loin et de remonter petit à petit. Il y a une période où j'ai commencé à regarder aussi des films muets. Et puis le fait aussi d'aller, puisque j'ai continué après ma licence de journalisme avec une licence de cinéma, que je n'ai pas terminée parce que j'ai eu mon travail après. Mais le fait de faire une licence cinéma t'ouvre aussi d'autres portes. Et comme tu as ce truc du prof, du cours qui te demande de faire des exercices là-dessus, ça te pousse en même temps un petit peu à aller voir et à te dire, bah, finalement, c'est assez chouette et aussi de déconstruire du coup des a priori que tu aurais pu avoir et qu'on peut tous avoir sur les cinémas d'un peu avant. Donc, ça aide énormément, mais c'est un truc sur lequel je travaille encore tout le temps. Et dès que je peux, j'essaie de glisser un film un petit peu plus ancien. Je me dis, allez, ou des classiques ou des trucs comme ça. A priori, qu'est-ce qui te rebuterait à aller voir des choses anciennes comme ça? Alors, maintenant, rien. Tu aurais demandé au moi il y a quelques années, je t'aurais dit, comme beaucoup de gens, c'est un film de vieux, on va se faire chier. Notamment beaucoup, j'avais beaucoup de mal au tout début avec les films français. Parce que vas-y, moi dans ma tête, les films français, ça se résumait aux comédies françaises, pas forcément incroyables. Et dans ma tête, avant, c'était un film français, vas-y, un film français, c'est chiant, ça parle, il se passe rien. Ce qui est totalement faux, évidemment. Et mais voilà, j'avais ces petits a priori là à l'époque. Pour moi, avant c'était plus vas-y, ah bah oui, avant c'était pour moi cinéma américain. Je me dis vas-y, cinéma américain, c'est cool, c'est grand, c'est du divertissement, c'est du blockbuster, il y a du pognon à tout va. Ça sera beaucoup plus sympa que d'aller voir un film de François Truffaut. Mais j'ai l'impression que tu as bien changé parce que, par exemple, vous faites il y a pas de support papier, mais il y a un magazine virtuel Ouais, sur le site en lui-même. Le dernier numéro que j'ai vu, tu t'occupes de la filmographie de Koreeda, si je me trompe pas. ouais, Et donc quasiment là, exact. on Ouais. est bien loin du divertissement, comme tu l'exprimais, hollywoodien. Et ce genre de découverte-là, tu les fais à l'occasion justement d'une publication, vous en discutez en rédaction et vous dites: «Tiens, il faudrait faire quelque chose sur Koreeda», ou alors c'est venu d'une découverte de ta part et tu t'es dit: «Tiens, je vais explorer, tout ce qui a été fait par cet auteur»? Bah, à ce moment-là, je pense, bah, on avait fait cette rétro à l'occasion de la sortie de son nouveau film qui était La Vérité avec Juliette Binoche et Catherine Deneuve, que moi j'avais vu en projet presse que j'avais pas tellement aimé, mais j'avais beaucoup apprécié son précédent, Une affaire de famille. Et en fait, c'est un mélange des deux. D'un côté, on se dit, vas-y, il y a ça qui va sortir. On voit à peu près, c'est une filmographie intéressante, diversifiée, etc. Parfois pas trop longue non plus parce que ça peut être assez vite ennuyant. Et on s'est dit, OK, pourquoi pas faire là-dessus? Et il s'avère que j'avais en fait commencé de mon côté moi-même une rétrospective de sa filmographie parce que son film Une affaire de famille m'avait beaucoup touchée parce que c'est des sujets voilà qui me touchent personnellement et qui m'a donné envie, curiosité parce qu'il a un style assez qui me plaisait beaucoup. Voilà, il y a quelque chose de à chaque fois, de toute façon les liens de famille, cette douceur qu'il a de raconter les drames, etc. Et il y avait deux, trois films qui m'intéressaient. Il y avait notamment Nobody Knows. J'avais vu le résumé et je me suis dit, vas-y, je vais regarder ça. Et en fait, en regardant, je me suis dit, il faut que je vois le reste. J'avais envie de voir le reste parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, vas-y, on va faire une rétro sur lui comme il y a son nouveau film qui sort. Et comme moi, j'avais déjà vu une grande partie des films, je lui ai dit, écoutez, je vais m'y coller, ça me fait plaisir de pouvoir en parler. Et c'est toujours plaisant aussi de ce côté d'avoir un exercice c'est pas obligatoire, on va dire, entre guillemets. Il faut qu'on le fasse pour le magazine, mais je veux dire, on se met pas forcément une pression de dingue là-dessus. Mais ça te donne une sorte de but un petit peu de dire, vas-y, ça veut dire qu'il faut que je regarde les films, que je note des trucs, que je développe un peu une pensée là-dessus et qu'après je puisse le retranscrire de manière correcte. Alors moi, j'ai trouvé ça très original de faire une version comme ça,
magazine numérique. Pas vu de nouveaux numéros, je sais pas Non, si. on est en train de retravailler là-dessus. On avait prévu un numéro au moment où il y avait tous les reports. Parce au début, on était à un numéro par mois. Mais c'est vrai que comme on fait tous les textes, tout nous-mêmes, et c'est moi qui m'occupe de toute la mise en page, une fois par mois, c'était assez compliqué à gérer comme timing. Donc, on s'est dit, une fois tous les 2 mois, ça paraît pas mal. Ça permet de faire les dossiers un peu plus gros. Et c'est vrai qu'on avait prévu un nouveau numéro à l'époque où James Bond et compagnie devaient sortir. Et au fur et à mesure des reports, et j'imagine même pas pour les gens qui travaillent pour des magazines cinéma qui sortent en kiosque, mais c'est assez compliqué du coup pour faire tes plannings dès que tu as un report, etc. Tu sais plus trop quoi faire avec ça. Et c'est vrai que l'ambiance générale aussi fait que ça a été compliqué, je pense, pour tout le monde. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour tout le monde de se concentrer forcément là-dessus. Donc on s'est dit, on va pas se forcer à sortir un numéro pour sortir un numéro, c'est pas grave, on fait une pause à un moment donné. Là, on a décidé de reprendre, on est en train de discuter pour voir ce qu'il y a à faire, pour essayer de proposer aussi une autre formule avec des sujets peut-être un peu plus développés, changer un petit peu du classique, on sort une critique par page, tu vois. Essayer de proposer un petit peu autre chose, mais on va revenir, ça c'est sûr, on est en train de travailler là-dessus. Donc, Est-ce qu'il existe en papier ou vous le sortez que comme ça pour en l'instant, on le numérique? sort qu'en numérique parce que on fait tout ça bénévolement. Parce que voilà, je connais. En fait, on a voulu. Enfin, à la base, j'avais voulu sortir un magazine version numérique parce que même si le magazine cinéma a quand même de plus en plus de mal, hein. De toute façon, la presse en général a de plus en plus de mal. Je trouve que un magazine, ça reste quand même un objet où tu as beaucoup plus de liberté et de créativité dans les mises en page, etc. Un blog, c'est sympa, mais voilà, tu sors ton article, pouf, il est sur le site. La personne le lit sur son téléphone et c'est fini. Avoir ça, ça te permet de toute façon, j'ai fait une école d'art, donc j'ai toujours ce petit côté créatif. Ça permet de développer des mises en page, de proposer quelque chose de différent, proposer quelque chose de joli aussi visuellement. Des typos Et originales? ouais, voilà. Et puis surtout, comme ça, sur les derniers numéros, j'ai pu énormément m'amuser sur les visuels des couvertures. Donc, je suis très, très fière d'ailleurs. Bah, c'est un travail de qualité, d'autant que c'est pas on parle pas de 10 pages, on parle de centaines de pages. Ouais. Et c'est très très ambitieux à chaque fois, c'est un vrai magazine avec plein de contenu. Bah, j'espère qu'ils vont en sortir d'autres parce que c'est très intéressant. Et tu disais dans le contexte d'une presse en crise, c'est assez original de quand même maintenir ce format-là. Et je me demandais si ça qu'est-ce qui vous a dirigé plus vers l'écrit? Alors toi, c'était un besoin de t'exprimer, tu l'as dit, mais pourquoi ne pas aller vers les formats qui te sont plus contemporains comme YouTube, des choses comme ça? Est-ce que c'était vraiment l'écrit qui était prédominant pour toi? Pour moi, oui, mais l'écrit reste toujours très, très prédominant, même si je participe beaucoup à des podcasts chez des amis, que j'ai une chaîne YouTube que je n'ai pas repris depuis un moment. Mais c'est vrai que l'écrit, je trouve qu'il y a quelque chose de plus, je sais pas, peut-être de plus poétique, de plus à expliquer. C'est vrai que, par contre, il y a des gens qui font ça très, très bien sur YouTube, qui savent faire des vidéos qui sont très explicatives, qui sont très, avec un vrai fil conducteur, etc. Et c'est le genre de choses que moi, je ne sais pas faire. Je suis une personne très, très brouillonne. Et ça ne me gêne pas du tout, hein, mais quand on le voit dans mes vidéos, je bafouille, je sais pas forcément ce que je veux dire, etc. C'est pas ce qui me gêne le plus, mais c'est vrai que à l'écrit, au moins, je sais que j'ai un cadre en fait. C'est un truc qu'il me faut énormément. J'ai besoin d'avoir un cadre pour savoir à peu près où je vais et pour me réconforter aussi, pour me rassurer aussi de savoir que je sors enfin, je sors pas des clous. Ça, j'aime bien sortir des clous, mais je veux dire qu'on ait une base à peu près solide et le fait d'avoir un site ou d'écrire sur un magazine, c'est vrai que ça te, ça limite pas, mais ça te dirige un peu mieux, on va dire. D'accord, mais j'avais pas vu en fait la chaîne, il faudrait que j'aille voir, je suis curieux du coup. C'est aussi On se fait un cinéma du coup Non, c'est à mon nom perso. C'est Margot, Margoh. Et du coup, là-dessus, j'ai beaucoup tourné dessus pendant le premier confinement, notamment, D'accord. histoire de casser un petit peu l'ennui.
Et je faisais pareil, bah, j'avais fait, par exemple, quand je m'étais fait la rétro de Guillermo del Toro, j'avais fait une vidéo dessus. Pareil pour Guadagnino, j'avais fait aussi. Puis voilà, c'était plus pour expérimenter. Je ne prétends pas être une chaîne cinéma où tu vas apprendre des choses, clairement pas. Moi, c'est juste pour le plaisir de discuter de films parfois un peu moins connus, de parler de réalisateurs que j'aime. Voilà, c'est plus un truc vraiment perso. Je cherche pas à ce que ce soit connu ou reconnu ou quoi que ce soit. Je préfère largement qu'on me parle du site. Par exemple, ça me fait plus plaisir et Ça j'ai tombe bien. plus de valeur là-dessus, ouais. Il y a beaucoup de critiques, il y a des rétrospectives, il y a des interviews, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a une ambition éditoriale digne d'un magazine. D'ailleurs, vous en faites un. Quelle est ta motivation première de ça? L'audience? Alors oui, en premier, c'est parler de films, forcément, de faire des rétrospectives, c'est quelque chose de très très plaisant. Les audiences, forcément, on regarde toujours un petit peu combien de personnes a été voir ton article. Ça fait plaisir dès que tu as des gros pics d'audience. Là, par exemple, j'ai couvert le dernier festival de Rotterdam, on a fait des pics d'audience, mais pas possible, même sur certaines interviews et tout. Ça fait forcément plaisir. Mais moi, juste à la base de savoir que j'ai couvert tel festival, que j'ai réussi à sortir, à cette période-là, bah, c'était il y a 2 semaines, je crois que j'ai sorti 17 critiques et 2 interviews en une semaine. Enfin, en tout cas, même pour tous les membres de l'équipe, c'est plus vraiment du partage et de la passion en premier. Faut être passionné pour faire ce genre de choses et faut être passionné parce que c'est totalement bénévole. Donc déjà à partir de ce moment-là, voilà. Donc, mais je pense que c'est un plaisir et puis c'est aussi un moyen de s'exprimer aussi. Tout simplement, c'est aussi un moyen bah, par exemple, là, j'ai une partie de mes rédacteurs qui ont travaillé sur une grosse rétrospective de Brian De Palma, qui est en 10 articles, hein. C'est absolument énorme, ce truc. J'ai tout relu, c'est absolument incroyable. Mais ça fait plaisir de se dire, si au moins tu as une personne qui vient t'envoyer un petit tweet ou un message en te disant, ah bah, grâce à ça, bah, j'ai envie de découvrir tel ou tel film, bah, tu dis, ah, c'est bon, j'ai fait mon taf. Même si c'est une personne, bah, ça me va déjà très bien, quoi. Donc c'est passeur, passeuse. C'est ça. Euh, comment s'est agrégée ta rédaction autour de toi? Est-ce que c'est toi qui es allé voir des gens en leur demandant d'écrire dans ton blog ou ça s'est fait naturellement, des gens sont venus te voir? On a un mélange des deux. Bah, au tout début, vraiment, quand c'était un petit blog perso, j'avais pas ambition à ce que j'ai une équipe derrière moi. Mais petit à petit, ouais, ça s'est construit petit à petit. Au début, bah, comme je suis beaucoup active sur Twitter, je proposais, je disais, une petite annonce en mode, bah, si quelqu'un a envie d'écrire sur le cinéma, vas-y, envoie-moi un message, on en discute, je vois ce que tu sais faire. Et pourquoi pas, c'est toujours cool, quoi. C'est toujours sympa. Et petit à petit, c'est en même temps qu'au moment où j'ai développé vraiment le magazine, que j'ai eu des gens qui écrivaient sur le magazine, qui nous ont rejoints sur le site, et inversement aussi, souvent, voilà, c'est souvent les mêmes personnes, et puis au moins je leur fais confiance, je sais qu'elles sont capables, etc. Et je vais souvent voir des gens parce que c'est très bizarre, hein, mais c'est un ressenti. J'ai un rédacteur, par exemple, que je suivais sur Twitter et qui faisait des tweets quand il voyait des films, comme on fait tous. Et tu le sentais à sa manière d'écrire ses tweets, qu'il y avait une passion derrière, qu'il y avait une façon de s'exprimer. Et je me disais, vas-y, c'est peut-être un coup de poker, mais je disais, écoute, si t'as envie d'écrire sur un site, envoie-moi un exemple de papier et je te prendrai parce que je sens il y a un truc. Et au final, c'est un de mes meilleurs rédacteurs, mais ils sont tous incroyables. Ils ont tous un style assez cool. Mais ouais, et j'ai aussi de temps en temps, parfois on fait des appels pour étoffer un petit peu les équipes. On a des bons, on a des moins bons, mais parfois on a de plus en plus de candidatures spontanées. Donc c'est assez cool, hein, de se dire que vas-y, ils sont tombés sur le site et tout d'un coup ils ont envie d'écrire là-dessus. Donc c'est hyper galvanisant et tu te dis bon bah c'est cool, c'est qu'on fait quand même un travail qui doit être à peu près correct pour que des gens aient envie de rejoindre l'équipe. Bah, comme tu disais, vous faites un travail de journaliste. Alors j'imagine que également au niveau
Pour couvrir un festival comme ça, il faut avoir des accréditations, je suppose, Ouais. une bonne relation avec les attachés de presse pour avoir les films, qui sortent, pour avoir les projos, voir les liens, sur ordi, quoi. Donc du coup, tout ça, c'est un travail que vous faites aussi, Alors pour le coup, tout ce qui est plus, tout ce qui concerne la boîte mail, on va dire, tout ce qui est envoi de mail et cetera, c'est surtout moi qui m'en occupe parce que j'ai l'habitude simplement. Et puis ça sert à rien d'être à 15 sur une boîte mail, ça serait un enfer pas possible. Donc je préfère gérer tout ça et dès qu'on reçoit des projos, des liens et cetera, j'envoie dans la conversation, j'envoie au groupe en disant: «Bah, écoute, j'ai tel film, est-ce que ça intéresse quelqu'un?» Bon, si ça intéresse personne, je le récupère et cetera. Mais ça aussi, ça s'est fait petit à petit et ça, c'est grâce aussi, parce qu'à un moment, j'écrivais avant que le blog devienne vraiment un site avec une équipe, j'étais partie écrire quelques mois sur un autre site pour parler de cinéma justement voilà, c'était vraiment ma première expérience. Ça a duré quelques mois parce qu'après j'ai voulu partir de mon côté, mais c'était très sympathique, l'équipe était très sympathique et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert un petit peu le monde des attachés presse, des projets presse, des trucs que je ne connaissais absolument pas. J'étais là, je «Putain, c'est incroyable, en fait» et et c'est comme ça, petit à petit, tu récupères des adresses mail, tu récupères des noms, tu connais des amis qui ont réussi à t'avoir tel projet, donc tu demandes: «Vas-y, c'est quoi l'adresse mail et tout?» Donc c'est un réseau que tu construis, petit à petit. On n'a pas tout le monde, on n'a pas parfois faut batailler pour avoir des ça je trouve ça dommage parce que parfois pour être sur certains attachés presse, tu l'impression qu'il faut batailler pour avoir un film, alors qu'il y en a certains à côté qui l'ont, enfin qu'on leur donne sur un plateau, tu vois? Ce qui est dommage parce que tu as encore cette, différence de considération entre les vrais médias et ceux qui sont voilà, nous les petits blogueurs à côté, quoi. mais ce que tu disais, c'est que les vrais médias périclitent et ils ont une audience, de moins en moins forte, alors que les petits médias ont chacun leur petite audience, mais cumulée, ça fait une plus forte audience, que la vieille garde. Et d'ailleurs, je me demandais, toi, est-ce que tu parlais des magazines, tu lis un peu encore de presse, de magazines, consacrés au cinéma ou tu te renseignes par d'autres biais? Beaucoup, bah, maintenant beaucoup par internet, mais j'aime beaucoup, je suis un peu old school. J'aime bien tout, j'aime bien les livres, j'aime bien les magazines, donc je les achète pas tous, mais dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, dès que je sens qu'il y a un truc qui pourrait, voilà, qui pourrait m'intéresser, je l'achète et je pense que c'est quand même important de soutenir, cette économie-là parce qu'elle est importante, parce qu'elle est là depuis très, très longtemps et ça reste quand même un travail titanesque, quand tu vois, j'aime beaucoup notamment moi, à l'époque j'adorais, Première, Studio Ciné Live quand ça existait encore, je les avais tous. Là, je me suis plus dirigée vers, ce qui est la septième obsession et tout, qui est plus de l'analyse. Mais en général, je trouve ça excellent. Mais après, c'est vrai que tu as beaucoup de nouveaux contenus sur les réseaux sociaux. Tu as des sites qui te font des trucs, très sympathiques, tu as des pastilles. Tu as aussi ce truc maintenant où il faut qu'on ait l'information très, très vite, de manière très, très condensée. J'ai l'impression qu'on prend plus forcément le temps de lire, de se renseigner, de développer un petit peu ses pensées. C'est une autre façon de penser. De toute façon, il faut évoluer avec le temps, il faut évoluer avec les médias, donc c'est comme ça, mais c'est vrai, je trouve ça un peu dommage. Et est-ce que vous envisagez un modèle économique quand même à terme? Parce que, la passion, ça peut pas vous faire vivre. Alors j'ai cru comprendre que tu avais un métier en parallèle. Je sais pas si Ouais. c'est lié. Je pense que les autres rédacteurs aussi. Est-ce qu'il y a pas une envie, non, Heu de trouver un modèle économique qui pourrait pérenniser cette expérience? On est en train de voir. C'est vrai qu'au début, on n'y pensait pas trop. Enfin, je n'y pensais pas forcément trop, même si je leur suis tous très reconnaissants de bosser avec moi et de prendre du temps pour faire ça. C'est vrai qu'à terme, j'aimerais. Et pour le coup, c'est vraiment pas pour moi parce que moi, j'ai un travail qui est plus ou moins en rapport, mais j'ai certains de mes rédacteurs qui sont encore des étudiants. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir, trouver un moyen de les rémunérer à terme. Après, on est en train de voir, on essaye de stabiliser, aussi au niveau des visites, faut que ce soit voilà, faut que ce soit quand même rentable. Même si là, on commence à s'installer un petit peu plus que l'année dernière, par exemple. Donc c'est des projets qui cogitent dans ma tête, qui seront menés à terme, c'est sûr et certain, parce que
parce que c'est très très bien la passion. C'est vrai que ça remplit pas encore les frigos, malheureusement. Mais voilà, si je peux les aider à mon niveau, ça sera toujours ça de prix. Bah, merci. Du coup, ça c'est cool de pouvoir parler un peu du site et de parler de ceux qui sont dessus parce que franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment une équipe que j'affectionne énormément.